Paros, le marbre. Un marbre d'une qualité exceptionnelle qui a permis la métamorphose de l'île. Les instruments sont les mêmes que ceux de l'Antiquité. Pour tous ceux qui travaillent à la main, ils sont au nombre de 3, les mêmes outils pendant tous ces siècles. Dans les ateliers de l'île de Paros, en Grèce, ce sont les mêmes gestes qui se répètent depuis 3000 ans sur ce marbre, l'un des plus précieux du monde. Les grains du marbre sont si petits et moelleux que quand tu fais ça, ils font comme du sucre. C'est ça son secret. Lorsqu'il est fini et poli, l'humidité ne passe plus. Et c'est pour ça que les œuvres sont si bien conservées. Ce n'est pas seulement le plus beau marbre du monde, c'est le plus beau marbre de l'histoire du monde. Au cœur des Cyclades, Paros, la 3e plus grande île de l'archipel, est indissociable de cette luxueuse roche. Elle a conditionné son destin durant près de 8 siècles. Entre le 6e siècle avant Jésus-Christ et la fin du 4e siècle de notre ère, cette ressource permet à l'île de rayonner sur tout le bassin méditerranéen où elle est exportée massivement. C'est l'âge d'or de la sculpture antique et le marbre de Paros est très demandé. On lui doit la Vénus de Milo, la victoire de Samothrace et bien d'autres œuvres encore exposées aujourd'hui dans les plus grands musées du monde. Les habitants de Paros, les Pariens, connaissent alors une prospérité économique inégalée qui se lit encore aujourd'hui dans ces paysages. L'histoire de ce marbre commence dans cette vallée, près de Marati, un petit village lové dans les terres à quelques kilomètres de la mer. Et si cette pierre lumineuse est si particulière, c'est sans doute qu'elle n'était pas extraite de carrières à ciel ouvert, mais dans des grottes profondes. La plus connue d'entre elles est la grotte des Nymphes, une galerie souterraine d'environ 500 mètres de long. Il y a 15 millions d'années, l'île était constituée de roches calcaires qui, au fil des millénaires, se sont peu à peu transformées en marbre sous l'effet de la pression et de la chaleur. La grotte des Nymphes devient à l'Antiquité une véritable mine d'or blanc, l'écrin de cette pierre, alors appelée l'Ichnitis. Il s'appelait l'Ichnitis, car on testait sa translucidité avec la lumière d'un lychnos. Le lychnos était une lampe en argile où l'on plaçait de l'huile et sur laquelle on posait les fleurs de cette plante qui servait de mèche pour l'allumer. L'une des caractéristiques du bon marbre pour la sculpture, c'est la translucidité. Regardez, c'est merveilleux. Peu à peu, une véritable ville souterraine se met en place. D'énormes blocs, faisant jusqu'à 5 mètres de haut, sont extraits à l'aide d'outils rudimentaires. Il faut s'imaginer beaucoup de sculpteurs là-dessous, avec leurs assistants et beaucoup d'esclaves. Ces sculpteurs avaient leurs ateliers à l'extérieur. Et après avoir extrait leurs morceaux dégrossis, ils l'emmenaient dans leurs ateliers pour le finir. Les œuvres, mais également le marbre dans sa forme brute, étaient ensuite acheminés jusqu'à la mer grâce au fleuve Scarpatiotis, qui coulait à flot alors au pied des grottes. Les ouvriers posaient leurs lourdes pièces de marbre sur des radeaux tirés par des animaux de chaque côté de la rive. Au bout de cette expédition, à 5 km, le port antique de Parikia accueillait la marchandise.
principal port de l'île, Parikia vit aujourd'hui au rythme des allées et venues des petits bateaux de pêche, encore nombreux à Paros. Mais à l'Antiquité, c'est l'un des plus grands ports de commerce de l'archipel des Cyclades. C'est également un lieu d'innovation technique pour charger et transporter les tonnes de marbre dans tout le bassin méditerranéen. Les Pariens, ils avaient même inventé un type de bateau marchand qui permettait de transporter des grands blocs. Mais on sait que quand il s'agissait des grands blocs de marbre, souvent, ils utilisaient une autre méthode, une méthode qu'ils avaient copiée aux Égyptiens. Ils faisaient flotter, si vous voulez, le marbre sur la mer, lié, attaché entre deux bateaux qui transportaient le marbre comme les obélisques sur le Nil. On peut imaginer un port toujours animé avec de bateaux marchands qui attendaient pour charger ce marbre et partir chacun dans une autre destination. Et on sait maintenant, on peut repérer un petit peu l'itinéraire, si vous voulez, de ce marbre. On le trouve en Italie, on le trouve en Marseille, on le trouve en Asie mineure. On le retrouve à Athènes, on le retrouve à Delphes, etc. Le sculpteur accompagnait le bloc de marbre jusqu'à l'endroit où on allait mettre cette œuvre pour finir, pour achever l'œuvre sur place. Au fil du siècle, les sculpteurs de Paros ont développé un savoir-faire unique dans le monde méditerranéen. Ils sont convoités pour la subtilité de leur modelé et la virtuosité des détails, à une époque où la sculpture a la forme d'art suprême. Ainsi, nombreux furent ceux qui rejoignirent l'atelier de Phidias, le grand sculpteur de l'acropole d'Athènes, la fameuse cité antique. Paros connaît au VIe siècle avant Jésus-Christ un essor économique vertigineux, dont la vitrine la plus flamboyante est érigée sur une petite île à 20 km de Parikia. Despotico est un îlot rocheux aujourd'hui inhabité. Durant l'Antiquité, il abritait le deuxième temple le plus important des Cyclades, dressé vers 550 avant Jésus-Christ. À cette époque, une cité grecque montrait son pouvoir en érigeant un temple en l'honneur des dieux. C'est naturellement en marbre que les Pariens décidèrent d'édifier leur gigantesque temple dédié à Apollon, dieu de la lumière. Il y a près de 20 ans, Yanos Kouraios a découvert ce trésor enfoui et s'attelle depuis à lui redonner sa splendeur. La seule cité qui pouvait entreprendre de construire un tel temple à la période archaïque, c'est-à-dire au VIe siècle avant Jésus-Christ, c'était la cité de Paros, parce qu'elle avait l'argent et le pouvoir pour le faire. Maintenant qu'on s'emploie à reconstruire ce temple, pierre après pierre, on prend la mesure de ce que cela devait être de transporter les morceaux de marbre de Parikia par voie maritime jusqu'ici, et de les monter un par un pour ériger le temple. Tu viens m'aider à décharger la brouette ? Parce que c'est un peu lourd là. Profitant de sa position stratégique sur un grand axe maritime, l'île de Despotico devient une escale incontournable pour les navires qui circulaient entre la Grèce et l'Égypte, la Syrie, la Palestine ou encore l'Asie mineure. Là, c'était un lieu de choix, un port parfaitement abrité des vents dominants, donc tous les navires marchands arrivaient par là. Les visiteurs venaient voir le temple et faire des offrandes aux dieux. Les traces retrouvées de ces offrandes témoignent de l'importante fréquentation du sanctuaire jusqu'à la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ. Elle contribue à l'enrichissement de l'île de Paros, qui devient de plus en plus convoitée. Au IIe siècle avant Jésus-Christ, le puissant empire romain s'empare des Cyclades et continue à exploiter le précieux filon de marbre de Paros.
La charmante ville de Parikia raconte à sa manière cette épopée du marbre. Dans les petites ruelles ombragées où déambulent les voyageurs, la pierre blanche se niche partout. Mais c'est sur cette place, cachée derrière le port, que se lisent les 6 siècles de domination romaine avec ses sarcophages de dignitaires de l'Empire. Il y a des scènes de la vie du mort. Souvent, ces scènes représentent ce qu'on appelle un banquet funéraire. C'est un banquet imaginaire auquel participe aussi le mort avec sa famille. Sur le couvercle, c'est plutôt plat. Il y avait l'endroit où on ajoutait les têtes, les bustes des ancêtres. Le déclin du marbre commence avec celui de l'Empire romain et les dominations qui suivent préfèrent recycler les matériaux des édifices de l'Antiquité plutôt que de continuer à creuser les grottes. Ainsi, les Vénitiens au XIIIe siècle laissent une empreinte bien singulière au cœur de la ville. Ils avaient besoin d'un point d'où observer la mer. Ils ont récupéré pratiquement tout le matériau architectural des monuments de Parikia, surtout du temple d'Athéna, qui se trouvait justement derrière cette tour, sur ce qui était l'acropole de Paros. Le morceau rond que vous voyez là ne sont que des tambours de colonnes. C'est peut-être le monument le plus ancien, le plus vieux de la ville, de la partie des traces visibles de la ville. L'exploitation du lignitis s'arrête totalement sous la domination vénitienne. Aujourd'hui, le marbre continue à être extrait de carrières à ciel ouvert, offrant un marbre dont les grains ne sont plus aussi fins, mais qui fait l'affaire des architectes. Quant aux sculpteurs de Paros, nombreux furent ceux qui s'expatrièrent vers la capitale pour trouver du travail dans les années 50 sur le grand chantier de restauration de l'acropole. De cette grande épopée du marbre, il reste l'empreinte artistique d'une civilisation qui fut métamorphosée par la lumière de sa précieuse ressource.